Il y a beaucoup trop de classements qui sont faits avec des méthodologies plus ou moins explicites. C'est pas très scientifique tout ça. Mais là, on formate et on fait de la reproduction. On a envie de gens qui ont leur épaisseur personnelle, qui ont construit un parcours. Et donc, dans la doctrine, on a 10 commandements à peu près. Donc effectivement, vous l'avez noté, le premier est « les professeurs ne seront jamais remplacés par l'IA ». C'est philosophique, l'idée presque métaphysique. Réussir sa vie, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite on va avoir une brillante carrière? Bienvenue sur Tétis Prépa dans cette nouvelle table ronde consacrée aux classes préparatoires aux grandes écoles et à l'orientation post-prépa en école de management. Autour de la table, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Alice Guillon, qui est directrice générale de Schema Business School et ancienne présidente de la C2FM, et Joël Bianco, qui est le proviseur du lycée Louis-le-Grand à Paris et président de l'APL-CPGE. Alors dans cette première partie, on va s'intéresser aux atouts des classes préparatoires aux grandes écoles en 2026. Joël Bianco, les lycéens peuvent s'inscrire depuis quelques semaines sur Parcoursup. Ils auront jusqu'au 12 mars pour valider leurs vœux. Quel est l'intérêt, selon vous, de faire une classe préparatoire en 2026? En 2026, l'intérêt est le même qu'il y a quelques années ou même plus. L'intérêt, c'est d'avoir l'assurance d'une formation de base généraliste solide, un accompagnement intense, un suivi quotidien, de proximité vraiment. Une formation de haut niveau, et puis un spectre large de connaissances. Et ça, c'est bien aussi parce que cette approche généraliste, cette notion de socle général, ça permet aux jeunes, finalement, de poursuivre leur maturation aussi en termes de poursuite d'études et de carrière. On évite la spécialisation précipitée. Une formation généraliste, vous l'avez dit, de 2 ans, mais à l'heure de l'IA, à l'heure où on remet aussi un peu en question parfois la valeur des études ou du diplôme, est-ce que vous pensez que c'est encore rentable de faire une prépa en 2026 ? Bien sûr, l'IA c'est un outil. C'est un outil qui peut faire gagner, qui fait gagner déjà aujourd'hui énormément de temps, qui est très utile, mais les outils, on apprend à s'en servir. Il faut savoir les maîtriser pour faire du bon travail. Donc il en va de l'IA comme de n'importe quel outil. Il faut savoir l'utiliser et savoir l'utiliser à bon escient. Et pour ça, il faut être bien formé, il faut avoir une capacité d'autonomie, de prise de recul, et puis après, être capable de voir loin aussi. Et ça, c'est donc important d'avoir une formation solide et de haut niveau. Alice Guillon, selon vous, c'est encore rentable en 2026, une classe préparatoire ? Absolument. C'est rentable, c'est différenciant. Je pense que les étudiants qui sortent de classes préparatoires et qui rentrent dans les écoles font un bien énorme à toute la communauté des étudiants. Parce que ce sont des étudiants, et Joël l'a dit, sont extrêmement bien formés, ils ont une très forte culture générale. Le socle est vraiment, en termes de méthodologie d'apprentissage et de contenu, il est vraiment exceptionnel, si on compare avec d'autres formations dans le monde. Et quand ces étudiants viennent dans les écoles, ils diffusent en fait des valeurs et un niveau d'exigence qui fait augmenter le niveau global de la promo. Et donc je pense que c'est fondamental d'avoir des étudiants qui ont fait des classes prépa, et c'est fondamental que des étudiants français souhaitent continuer d'aller massivement en classe préparatoire, parce que c'est une formation exemplaire et qui fait du bien à tout le monde sur toute la chaîne. Donc là, jusqu'au 12 mars, les lycéens doivent valider des vœux. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent? Parce qu'il existe plus de 25 000 formations sur Parcoursup, et parfois les jeunes ont du mal à faire la différence entre les bachelors, les BBA, les CPES ou les CPGE. Moi, je pense que les étudiants qui rentrent en CPGE ont un profil qui est un profil déjà de courage. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de travailler. Je pense que ce sont des jeunes gens qui sont très investis, qui relèvent des défis et qui ont véritablement cette envie d'avoir une culture générale et un spectre, comme l'a dit Joël, très large, pour pouvoir ensuite rentrer de façon très efficace dans la spécialisation. Donc moi, je dirais à ceux qui souhaitent le faire et peuvent le faire, de le faire. Évidemment, tout le monde n'a pas la capacité de faire une classe préparatoire. En revanche, il y a une grosse majorité d'étudiants qui pourraient et qui doivent relever ce défi-là, et il faut absolument qu'ils fassent ce parcours, parce que les profils qui choisissent d'aller en classe préparatoire, enfin moi je leur dis, ça fait 10 ans que je le dis, ne sont pas les profils qui vont dans des bachelors ou dans d'autres formations. Voilà, on a des institutions qui sont là et qui sont ouvertes et
capable d'accueillir toute forme, on va dire, de toutes sortes d'étudiants. Mais ceux qui vont en classe préparatoire, on les connaît, on sait, c'est le courage, l'envie de beaucoup travailler, l'apprentissage de la méthodologie, la culture générale, et donc un parcours ensuite, certainement dans une école. Joël Bianco, vous, en tant que proviseur, vous devez forcément avoir des parents ou des jeunes chaque année qui viennent vous voir en disant moi j'hésite entre la fac, Assas, Sorbonne ou une classe préparatoire. Quelle est votre démarche et quelles sont les questions que vous invitez les jeunes à se poser pour faire le bon choix? C'est vrai que même parmi mes propres lycéens, évidemment, ils ne sont pas tous tentés par la prépa. Je suis là pour vous dire et mettre en avant les avantages de la classe préparatoire, mais sans dogmatisme. La prépa n'est pas faite non plus pour tout le monde, ça dépend, et ça il faut le reconnaître, c'est normal, et c'est notre travail de professionnel de l'orientation. Il faut avoir cette honnêteté-là. On doit inviter les élèves, les futurs étudiants avec leurs parents à faire un peu d'introspection pour savoir ce qu'ils ont envie comme environnement d'études après le bac, à quoi ils sont prêts, est-ce qu'ils veulent rester dans ce cadre exigeant, qui est encore dans un cadre scolaire, en tout cas en apparence. Est-ce que c'est ça qui leur convient? Ça dépend des profils, ça dépend des jeunes gens et jeunes filles. On les renvoie vers eux-mêmes déjà dans un premier temps, parce que sinon, je trouve qu'on peut très vite tomber dans la manipulation, et je crois que ça, c'est pas honnête. Il faut donner aux gens les outils pour faire leur propre choix. Alors bien sûr, voilà, on n'est pas naïf et on essaie de montrer les avantages qui sont les nôtres. C'est aussi pour ça que je suis là avec vous. Mais après, voilà, on doit, encore une fois, outiller, pour reparler d'outils, les jeunes, pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre choix. Souvent, parmi les préjugés de la classe préparatoire, il y avait l'idée de la mauvaise ambiance. Une enquête que vous avez révélée lors du congrès de la PLCPGE révèle que 9 étudiants sur 10 referaient une prépa. Selon vous, pourquoi il y a un tel niveau de satisfaction en classe préparatoire? C'est la question du sens, je crois. Nous travaillons avec le laboratoire du bien-être du CEPREMAP. Ce sont nos partenaires, ce sont des scientifiques, des chercheurs, et ils travaillent sur le bien-être. Et le socle du bien-être, c'est le sens. C'est-à-dire, on sait pourquoi on fait quelque chose, on sait pourquoi on est là. Et c'est vrai que ça pourrait paraître évident, mais c'est bien de le dire. C'est comme dans la vie, quoi. On sait pourquoi on existe, on sait pourquoi on va travailler le matin. Et quand on sait, on est prêt à faire des efforts, parce que ça a du sens. Et je crois que c'est ça le secret, en fait. Alice Guillon, vous êtes étonnée que 9 étudiants sur 10 souhaitent refaire une prépa? Non, pas du tout. Moi, j'ai dans ma famille, ma fille a fait une classe préparatoire et elle m'a dit c'est l'endroit où j'ai appris des choses extraordinaires, appris à travailler, appris à me poser des questions. Effectivement, ils arrivent à se révéler, en fait. Et à se poser les bonnes questions. Et tout autour de nous, on voit tous les étudiants qui sont dans l'école et qui ont fait des classes prépa. Je pense que pas un à regretter ce passage, qui est une expérience, au-delà du sens, comme l'a dit Joël. Je pense que l'expérience d'étudiant, quand on est en classe préparatoire, évidemment, il y a le sens de l'effort, le courage, voilà, il faut beaucoup travailler, il y a un peu aussi d'abnégation, mais le profit à la fin qu'ils en retirent est juste exceptionnel. Oui, 9 sur 10, ça me paraît un bon chiffre. Parfois, on voit la prépa comme 2 années théoriques, où on se professionnalise pas vraiment. Il avait été question à un moment donné de mettre des stages, mais ce n'est pas le cas dans toutes les prépas. Comment est-ce que, selon vous, la prépa prépare quand même au monde professionnel? C'est fondamental ce que fait la prépa, parce que la spécialisation, dans un cursus de 5 ans, la spécialisation n'arrive jamais au démarrage, sauf dans des programmes plus spécialisés à Bac plus 3 ou d'autres certificats ou des choses comme ça. Le parcours classe prépa grande école est un processus de lente, on va dire, maturation, et il faut démarrer par la partie socle, approche méthodologique et surtout vraiment humanité, c'est-à-dire faire de l'économie, de la géopolitique, de la philosophie, de faire des maths, voilà, tout ce qui permet de structurer en fait la capacité d'apprendre à apprendre des étudiants. Donc c'est fondamental de passer par ce SAS en quelque sorte, qui permet ensuite d'aller beaucoup plus vite dans la partie de la spécialisation, d'être beaucoup plus agile dans la partie compétences professionnelles et puis opérationnelles
d'internalisation des concepts. Et je pense qu'au contraire, le 2+3 est aujourd'hui un dispositif extrêmement adapté pour arriver à avoir des étudiants qui sortent à Bac+5 et qui sont des très grands compétiteurs des meilleures universités internationales. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du certificat des arts libéraux qui a été lancé l'an dernier et qui permet désormais à tous les étudiants qui ont fait justement prépa plus grande école d'obtenir un certificat supplémentaire? Oui, c'est la reconnaissance du parcours. Parce que dans notre modèle en France, évidemment, on a 2 années de classe préparatoire qui donnent des crédits et qui ensuite permettent de passer le concours. Et au fond, à aucun moment, on a une sanction positive de ce chemin d'apprentissage qui est quand même un chemin exceptionnel. Donc il nous a semblé absolument obligatoire de pouvoir reconnaître pour des étudiants qui sont passés par les classes prépa et qui ont donc fini une première année d'école, de pouvoir leur donner à un moment donné un petit arrêt sur image, mais de leur donner ce certificat qui valide au fond les 3 années pour qu'ils puissent aussi se comparer avec des jeunes gens qui ont fait un équivalent de licence ou un bachelor en 3 ans. Et donc, je pense que ça manquait. Et dans la discussion que nous avons eue entre la PHEC, la PLC-PGE et la CDE-FM, il nous a semblé finalement très important de pouvoir offrir ce sorte de rite pour les étudiants qui ont fait 2 ans de classe prépa et 1 année d'école et de leur dire vous avez passé ces 3 années avec un ensemble de valeurs qu'ils portent et puis un ensemble finalement, de connaissances qu'ils ont acquises. Et donc, c'était, je pense, fondamental de leur offrir cette possibilité. Donc là, vous les avez délivrés pour la première promotion, c'est ça, Oui. cette année? Oui. Joël Bianco, je voulais qu'on parle rapidement des prépas de proximité. Alors vous êtes proviseur du lycée Louis-le-Grand, mais souvent, il y a un biais dans les classes préparatoires, c'est qu'on s'imagine peut-être devoir avoir 15, 16 ou plus pour postuler en prépa. Est-ce qu'il faut nous rappeler un peu justement la démarche des prépas de proximité et le fait que même à 12, dans certains cas, on peut postuler en prépa et être accepté? Oui, bien sûr. Il y a des prépas pour tous les profils. Il y a un vrai réseau sur tout le territoire national, métropolitain et au-delà. Donc il ne faut pas s'auto-censurer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éliminer soi-même. Si on considère que, oui, en effet, le modèle proposé peut convenir et peut m'aider, moi, futur étudiant, à m'élever, en fait, à me constituer un socle de connaissances, de compétences, de méthodes, et à m'aider aussi à faire des choix d'orientation ensuite, alors il faut se lancer. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les profils. On en parlera peut-être. Il y a, bien sûr qu'on parle beaucoup de classement, de hiérarchie, etc. Mais c'est toute la difficulté de l'exercice. Le classement, la hiérarchie, d'abord, c'est jamais complètement incontestable. Et puis ensuite, ce sont uniquement des indicateurs. Ce sont des éléments qui doivent aider au choix. Ça ne fait pas tout. Après, ce qu'il faut voir, c'est son profil. Je le dis toujours quand je reçois des parents, faites attention à ce que vos enfants ne fassent pas des choix pour vous faire plaisir. C'est bien de faire plaisir à ses parents, mais ça ne suffit pas. La maturité, c'est être capable de faire des choix pour sa vie à soi. Parfois, quitte à sortir un peu du cadre attendu à la maison. Et il y a des prépas pour tous les profils, et les prépas mènent aussi à différentes écoles et à des débouchés qu'on n'imagine pas forcément. Vous, par exemple, à Schema, vous recrutez aussi des prépas littéraires? Oui, parce que en fait, l'idée d'avoir des étudiants bien formés avec une bonne méthodologie et de bonnes connaissances, on les a évidemment dans les classes prépa de différentes spécialisations. Il y a donc évidemment entre les scientifiques, les économistes et les littéraires. Et nous, les littéraires nous apportent, ils ne sont pas très nombreux, chacun apporte en fait, vient avec son bagage et fait grandir les autres. Et effectivement, les littéraires apportent ce que d'autres n'ont pas en venant, par exemple, d'admission sur titre, c'est un approfondissement évidemment dans la culture générale, le fait de lire beaucoup, mais ils lisent beaucoup aussi dans toutes les autres classes préparatoires, mais donc c'est une discipline. Bon, moi j'aime beaucoup qu'on conserve la lecture comme étant, voilà, on en reparlera peut-être avec l'IA, mais comme étant un des piliers de la fondation de l'enseignement et de l'éducation. Et donc oui, les littéraires apportent leur bagage qui permet de faire évoluer, de changer les dynamiques de groupe. Et donc tout l'intérêt pour nous, c'est d'arriver à pouvoir mixer en fait nos groupes d'étudiants en L3 ou alors plus spécifiquement en M1 quand on a plus d'admissions sur titre international qui arrivent. Et là, on voit que la dynamique, et il y a des synergies et c'est extrêmement important d'avoir des étudiants venant de classes prépa, qu'elles soient littéraires ou scientifiques ou économiques, avec les autres. Alice Guillon, j'en parlais en introduction.
à l'heure de l'IA, où certains commencent à préconiser des idées comme faites moins d'études, ou en tout cas on a le sentiment qu'il y a une dévaluation de la valeur du diplôme, un déclassement du master, je dis ça comme ça. Quel est vous votre regard et quel pourrait être l'intérêt demain de faire une prépa justement dans ce contexte-là? L'IA, et je pense que Joël l'a dit en préambule, l'IA dans l'enseignement supérieur doit être un compagnon. À aucun moment, et alors nous on a créé une doctrine sur l'intelligence artificielle à Schema, et le premier commandement de la doctrine, c'est que l'IA ne remplacera pas les professeurs. Donc je ne suis pas du tout en phase avec les ouvrages ou ce qui est dit actuellement, on n'a plus besoin de diplôme. Les gens ont tendance à oublier que le diplôme sanctionne un parcours. Et ce parcours, il est incompressible. Je veux dire, c'est pas parce qu'on sera au 23e siècle, on mettra toujours 5 ans pour former des étudiants méthodologiquement, pour préparer l'esprit scientifique, pour préparer leur capacité d'apprentissage. On ne le fera pas en 6 mois parce qu'il y a eu l'IA. Donc l'IA doit venir effectivement apporter des choses qui sont évidentes et qui sont extrêmement intéressantes, notamment de l'auto-évaluation, l'accès plus rapide à de l'information, mais elle pourrait être très dangereuse si on ne passait que par l'intelligence artificielle et surtout en ce moment où on a quand même un pourcentage d'erreurs et d'hallucinations assez important dans tout ce qui est IA générative. On pourrait être tenté de former des batteries d'ignorants. Et donc, je pense que nous avons une responsabilité, les classes préparatoires et les écoles, d'être très vigilants sur comment on utilise l'IA et en quoi ça doit être un compagnon, mais rien de plus qu'un compagnon. Et quand l'IA agentique aura créé ces d'autres agents, il faudra que nous soyons en veille pour être certains que les étudiants continuent de lire, continuent d'écrire, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes encore les derniers gardiens du temple à les faire écrire, mais nous, je suis sûre que dans beaucoup d'écoles, ils ne savent plus écrire une dissertation. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant à conserver ces rites d'évaluation qui font que nos étudiants formés en étant passés par la classe préparatoire et les grandes écoles seront en quelque sorte encore ces gardiens de la connaissance, de la capacité d'analyse, de la capacité de se projeter et d'avoir une très forte culture générale. Donc je suis contre tout ce qui sort actuellement sur l'IA remplacera les diplômes, mais je suis au contraire pour un dialogue beaucoup plus constructif pour continuer d'évaluer très sérieusement la connaissance des étudiants. Et vous, Joël Bianco, dans votre lycée, quelle est votre politique justement par rapport à l'IA? Parce que même si vous dites compagnon, je pense que de nombreux préparationnaires d'ores et déjà utilisent l'IA peut-être plus que comme un compagnon. Déjà sur ce que vous disiez tout à l'heure, réussir sans diplôme, vous savez, c'est pas nouveau, on a toujours entendu ça. Il y a toujours eu des gens pour venir vous dire « Ah, mais moi, je me suis fait tout seul, j'ai pas fait d'études, j'ai juste, et encore, j'ai fait un apprentissage. » Oui, ça arrive, hein, mais une exception, ça reste une exception. Et globalement, quand même, faire un cursus d'études multiplie considérablement les chances d'avoir un parcours de réussite. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'IA, oui, c'est une révolution, c'est un bouleversement. Il y a eu aussi le développement que j'ai connu, parce que je commence à avoir un parcours assez long derrière moi. Vous savez, l'informatique... qui se démocratise dans les années 80, ça a été un bouleversement aussi. Hein. Ça a aussi bouleversé les choses. Alors là, ça va beaucoup plus loin. Les progrès s'accélèrent. Il y a une accélération, effectivement, à notre époque. Mais il faut l'intégrer, l'IA. On ne peut pas faire sans, puisqu'elle s'impose à nous. Donc, ayons l'intelligence, et ce que nous faisons, de l'intégrer. Et bien sûr que ça doit faire évoluer les approches pédagogiques. Ça, c'est inévitable. Alors ça se fait selon les individus, selon les endroits, plus ou moins vite, avec plus ou moins d'aisance, mais ça c'est normal, c'est toute période de changement. Mais il est clair qu'aujourd'hui dans l'évaluation, mais les professeurs l'ont déjà intégré. Bon, la pondération des évaluations pour tel ou tel type de devoir. Bon, ensuite, ils apprennent, et certains le font déjà très bien, à poser des problèmes, donner des devoirs, en s'assurant que voilà, là, dans tel ou tel domaine, l'IA ne pourra pas être un grand secours aux étudiants. Donc ils adaptent leur mode d'évaluation. Et puis, je le redis, on va vers une adaptation des approches pédagogiques, et ça peut avoir du bon d'ailleurs, dans une responsabilisation plus grande des étudiants. Ça, je trouve que c'est pas plus mal. Mais après, ce qu'il faut, c'est qu'on reste attaché à nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette relation maître-élève qui n'est, dans mon esprit, c'est pas forcément toujours vertical et descendant, hein, mais maître parce qu'on a besoin de gens qui sont des références, qui nous marquent. Et dans nos études, on a tous en mémoire des gens qui nous ont marqués.
simplement les mettre en question. Ils évoluent dans leur approche face à leurs, je ne vais pas dire à leurs disciples, mais à leurs élèves et leurs étudiants. Ça doit nous rendre vigilants, mais pas nous inquiéter, encore moins nous paniquer. Alice Guillon, quand vous avez dévoilé votre plan stratégique Unveil 2030, vous disiez faire de la pédagogie, accompagner les jeunes, mais vous étiez même prêt à freiner en quelque sorte, si je ne dis pas de bêtises, à un moment donné l'IA, si on se rendait compte que ça risquait de remplacer les êtres humains. Oui, alors nous, on s'est dit, il faut nous donner une doctrine, parce qu'on a trop vu tout le monde aller signer avec tous les opérateurs, c'est l'IA générative en ce moment, demain ça sera l'agentique. Bon. Et tout le monde va vendre des produits standards, donc toutes les écoles, les universités vont standardiser en quelque sorte un peu la façon dont ils vont probablement faire cours et dans les contenus. Nous sommes dit, avant de nous jeter, de nous précipiter sur des tas de signatures, établissons notre doctrine, c'est-à-dire que nous sommes une école, quel est notre rôle et quelle valeur on donne au fond à la connaissance, à la création de connaissances et à la transmission de cette connaissance. Et donc, dans la doctrine, on a 10 commandements à peu près. Donc effectivement, vous l'avez noté, le premier est les professeurs ne seront jamais remplacés par l'IA. Donc je suis d'accord avec Joël, nous on utilise l'IA dans nos cours, nos professeurs l'utilisent, mais comme évidemment un compagnon d'enseignement et pour les étudiants un compagnon d'apprentissage. Mais à aucun moment on substituera, comme il y a une petite tendance là qui est en train d'apparaître où finalement sur les cours de base répétitifs l'IA peut le faire. Donc nous ne souhaitons pas ça. Et nous avons un ensemble de commandements sur l'éthique, sur l'évaluation, sur l'utilisation de l'IA dans les cours ou comment pour l'encadrer. Ça ne veut pas dire qu'on refuse que l'intelligence artificielle continue d'arriver peut-être vers autre chose. Mais nous souhaitons, avec cette doctrine, poser les conditions d'utilisation. Et évidemment, le dernier commandement de notre doctrine, c'est nous nous autorisons de dire non. C'est-à-dire que si pour nous, l'IA va trop loin, c'est-à-dire remplacerait, créerait de la connaissance qui ne serait pas validée scientifiquement par des pairs, deviendrait invasive, permettrait aux étudiants finalement de leur dire vous n'avez plus besoin d'apprendre, de lire, d'écrire, on va le faire pour vous et puis on vous fera des synthèses, mais ça ça c'est déjà vrai. Donc potentiellement sur des choses qui arriveraient qui seraient très dangereuses. À Schema, on sera peut-être les derniers, mais en tout cas, si nous sommes les derniers, nous serons ceux-là. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas remplacer tout par l'IA. Voilà. Donc se doter d'une doctrine, c'est avoir au fond maintenant une stratégie très claire en matière de développement technologique et d'adoption de l'intelligence artificielle. Donc on va développer nos propres IA grâce à nos propres outils, grâce à l'IA, d'outils pédagogiques, ce que nous faisons dans notre centre d'intelligence artificielle à Montréal, mais nous n'irons pas nous précipiter sur toutes les nouveautés qui arrivent en disant « ne vous inquiétez pas, tout sera remplacé par l'IA ». Voilà, non. Et je pense qu'on devrait, même au niveau français, avec le ministère, se doter d'une doctrine de l'IA et de l'enseignement supérieur qui serait partagée par tous les établissements universitaires, publics ou privés. Et ça nous permettrait d'avoir une stratégie cohérente et lisible. Je vous propose qu'on bascule maintenant sur la deuxième partie de notre échange qui sera consacrée au continuum prépa grande école. Alors, pendant très longtemps, on voyait la prépa avec les concours comme une fin en soi et pas forcément l'idée du 2+3. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on entend revenir fréquemment cette idée de continuum. Alice Guillon, est-ce que vous pouvez nous le définir et nous expliquer concrètement en quoi ça consiste ? Alors, je veux même vous raconter l'histoire puisque j'en étais l'auteur avec Franck Bournois à l'époque, qui était directeur général de l'ESCP. On se voyait régulièrement et on discutait beaucoup, tous les deux, et notamment avec aussi la PHEC et ensuite avec la PLC-PGE. On a pas mal discuté sur un petit peu la fracture qu'on a ressentie quand les étudiants sortaient de 2 ans de classe préparatoire, avaient leur concours. Au fond, il y a une sorte un peu de décompensation et se dire « Ah oui, alors ils découvraient complètement d'autres choses ». Et on s'est dit tous les 3, tous les 4, on s'est dit, on a parfois la tentation où on revoit qu'on perd certains qui se sentent en disant, mais par rapport à la structure, au contenu, à l'intensité, on passe dans une autre méthode de travail, une autre méthode d'apprentissage, et au fond, ils étaient perdus, ces gosses. Et donc, on s'est dit, au fond, au lieu de faire 2+3, on va faire 2+1+3. Et le 2 ans de classe prépa, et pendant 1 an, et nous, on a été, je pense, pionniers là, on a dit on va reprendre les enseignements qu'ils avaient en classe préparatoire et on va les continuer le temps de la L3 en plus de la découverte
des nouveaux cours que sont peut-être pour eux parfois la finance, le marketing ou d'autres éléments. Donc on a renforcé, nous à Schema, on a recruté déjà des professeurs de classes préparatoires, dont un emblématique qui est Frédéric Munier, et on a travaillé pour continuer les cours d'économie sur le même rythme et avec la même intensité et en étant vraiment la suite de ce qu'ils avaient vu dans la classe prépa. Parce que souvent, dans nos écoles, on avait tendance à on trouvait beaucoup de duplication de ce qu'ils avaient vu en classe prépa. Donc on a fait, et c'est là l'idée du continuum, c'est-à-dire qu'on continue les cours d'économie, on continue les cours de philosophie, on continue les cours de géopolitique. Et donc nous, ça nous a permis de définir un ensemble de cours qui sont ce que nous on appelle les cours continuum, qui s'appellent les cours grands enjeux. Donc on a économie, géopolitique, même scientifique, c'est une collaboration avec des professeurs de classe préparatoire. Ce qui permet en biseau de ne pas décrocher complètement par rapport au contenu et à l'intensité qu'ils ont vécu en classe préparatoire, mais ça les prépare petit à petit à d'autres formes d'apprentissage, en groupe, des dossiers, plus de collectifs, mais ils ne sont pas complètement perdus parce qu'ils sont toujours dans cette intensité. Ça, c'est la genèse. Et on a réussi, je crois, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a démarré tous les deux ESCP Schema avec la PHEC, et aujourd'hui, je pense que les 37 écoles de la CDEFM se réunissent chaque année, alors c'est plus les mêmes, hein. Donc ceux qui sont en charge des programmes grande école se réunissent avec des professeurs de classe préparatoire, des lycées, pour continuer de réfléchir en fait sur ce que doit être ce continuum, mais surtout plutôt que ce qui doit être, c'est surtout comment on fait pour le continuer dans le temps. Joël Bianco, vous en tant que président de la PLCPGE, quel était votre regard aussi sur ce besoin de continuum? C'est vrai qu'on avait vraiment le sentiment parfois que les jeunes qui arrivaient en grande école étaient un peu déprimés, enfin, il y avait ce sentiment un peu de on relâche la pression et on ne se sent pas forcément bien en école. Oui, il y avait cette impression certainement de rupture. Et là, Alice l'a dit, il y a eu merci parce que cette initiative, elle est très bienvenue. Et c'est un terme qui est très bien choisi. Il faut qu'on lisse davantage, qu'on articule et puis qu'on fasse qu'il y ait davantage une continuité, effectivement. Bon, il y aura quand même rupture de toute façon, hein, parce que ce sont deux segments différents, hein, chacun ayant ses missions propres. Mais ce qui est bien, c'est de renforcer tout ce qui peut accompagner une transition, voilà, pour que la rupture ne soit pas trop brutale. Mais oui, grâce à ces initiatives, on a quand même beaucoup progressé. Et aussi peut-être rappeler qu'il y avait peut-être un manque de compréhension aussi chez les jeunes qui étaient en classe préparatoire, que ce qu'ils apprenaient pouvait leur servir, mais différemment. Je pense à la rigueur, aux soft skills, et que ce n'était pas forcément une continuité absolue. Aujourd'hui, ils s'interrogent davantage qu'hier, ce qui est très bien d'ailleurs, sur le sens, les perspectives, j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est à nous de leur faire comprendre, de les rassurer de ce point de vue-là. Mais en même temps, vous savez, notre métier, nous et nos missions, c'est de travailler, de les préparer et de les renforcer au niveau de ce socle. C'est notre boulot, donc on se concentre là-dessus et on essaie de ne pas s'éparpiller. Après, la préparation, les soft skills, etc., bien sûr qu'on y travaille, mais on le fait de manière implicite et permanente finalement. Et ça, à partir du moment où les élèves ont une visibilité, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des initiatives de rencontres avec les écoles pour qu'ils voient un peu ce que ça peut être le quotidien d'une école, pour qu'ils rencontrent des responsables. Ça leur permet de voir ce qu'il y a derrière et de se projeter. Parce que ça, c'est un enjeu aussi d'ouverture sociale. Parce que si vous ne faites pas ça, bon, vous avez tout un public de prépa qui va savoir parce qu'il le sait depuis la maison, il est au courant, il n'y a pas besoin qu'on lui explique, il sait. Si on veut ouvrir à un public plus large, encore plus large, progresser, et là c'est vrai qu'il y a une marge de progression, il faut qu'on explique davantage. Vous trouvez ça bien, vous, que des professeurs de prépa interviennent en grande école justement pour ramener un peu de matière de CPGE? Parce que c'est vrai que certains jeunes nous disaient « oui, mais moi faire des cours de stats, de marketing, de compta, ça ne m'intéresse pas beaucoup en fait ». Et ça leur manquait à l'époque. Oui, bon, qu'il y ait des initiatives et des croisées comme ça, ça me paraît bien. Il y a des initiatives, il y a des projets dans tous les lycées, avec toutes les écoles. Bon, ça se fait vraiment. Après, voilà, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue le cœur de notre métier. Pour ce qui nous concerne, on est toujours sur ce travail foncier, hein, de préparation foncière. Voilà. Donc si on se trompe d'objectif, qu'on essaie de séparer, une semaine, c'est 5 jours et demi. Hein, voilà. Donc il faut faire tout ce travail qui est déjà bien lourd, donc ne pas s'éparpiller non plus. Qu'il y ait quelques éléments, quelques perspectives comme ça, quelques initiatives, oui, mais je crois qu'il faut y aller quand même avec mesure. Parce que sinon on va vouloir
Bon, on va se donner bonne conscience, mais est-ce que le bénéfice sera aussi important que ça? Je ne suis pas sûr. Chacun fait ensuite, et puis il faut se faire confiance. Il y a cette notion de continuum, le fait qu'il y ait un palier, un SAS finalement, qui soit développé dans les écoles. Après, oui, les étudiants vont découvrir autre chose, mais ça, ils le savent qu'ils vont découvrir autre chose. Au départ, oui, quand ils sortent d'un travail intense, et que là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est que c'est une approche différente. Et qu'on va tout doucement vers la spécialisation, la professionnalisation, la mise en application, hein, finalement. Voilà. Donc tout ça, forcément, c'est un changement et ça déstabilise. Parfois, ça sert de révélateur, pardon d'être long, mais vous avez comme ça des étudiants qui, justement, quand il y a cette rupture, ça les dessille et ils se rendent compte que finalement, ça ne leur plaît pas. Parce que si tout est toujours très soft, et parfois on se laisse un peu bercer, puis on ne se rend pas compte, on ne se pose pas les vraies questions. Bon, quand ils arrivent là, tout d'un coup ils se rendent compte que ce n'est pas ça qui leur convient, eh bien oui, voilà, il est temps peut-être de changer, d'aller vers autre chose. Allez-y, on vous en avait parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous donner de manière un peu plus précise des exemples de cours concrets en lien avec justement ce continuum? C'est toute la continuité sur l'économie, la géopolitique, de la philosophie et je pense tout le corps scientifique en fait autour des mathématiques. Parce qu'on a eu tendance à un moment donné à se dire bon finalement ils en ont fait beaucoup par ailleurs donc on n'en fait plus et donc on s'est aperçu qu'au contraire il fallait continuer. Donc ne serait-ce que sur ce socle-là, c'est déjà un gros volant de cours, un gros volume de cours et il faut une forte adéquation en fait, bien connaître le programme qui a été développé en prépa, c'est de la même intensité mais dans des choses un peu nouvelles. Et donc, il nous faut effectivement systématiquement coordonner. Donc, ne serait-ce que sur ces thèmes-là, en fait, ces cours-là, nous, ça occupe une grosse partie de la L3. Hein. Effectivement, et donc on le mentionnait, Frédéric Munier, Emmanuel Combe, c'est ce genre de professeur. Oui. Alors, bon, Emmanuel ne vient pas des classes préparatoires, mais il conçoit le sujet. Il est très, très tourné vers ce cursus prépa grande école qu'il affectionne particulièrement. Et donc, effectivement, on a un ensemble de personnalités qui travaillent systématiquement, main dans la main, avec les différentes classes préparatoires pour pouvoir être sûr d'ajuster les bons cours et la bonne continuité pour faire en sorte que les étudiants ne soient pas perdus, continuent dans leur repère, hein, mais Joël l'a très bien dit, c'est un biseau. Hein. Ils découvrent d'autres cours, ils continuent dans ce qu'ils connaissent bien et donc avec cette intensité, cette méthodologie, tout en découvrant d'autres choses par ailleurs. Et donc, ça leur permet d'arriver en M1 et de pouvoir basculer immédiatement dans une pré-professionnalisation et d'avoir des cours, mais là, qui sont complètement nouveaux à ce moment-là. Et je pense que c'est effectivement important de le maintenir. Donc une L3 continuum, oui. Une M1 pré-professionnalisation, et en M2, on se spécialise vraiment. Oui. C'est comme ça que ça marche? Oui, c'est ça. Alors nous, on rajoute la couche mondiale, hein, donc c'est matriciel, c'est-à-dire les spécialisations dans des lieux géographiques différents et la combinaison de tout ça fait qu'ils peuvent choisir, au fond, des tracks plus spécialisés sur des disciplines et aussi spécialisés sur des continents. Je vous propose maintenant qu'on passe à la toute dernière partie de cette table ronde qui sera consacrée à un sujet nouveau dont il a été beaucoup mention lors du dernier congrès de l'APHEC cette fois-ci. C'est l'idée que certains jeunes ne ressentent plus l'intérêt de s'orienter dans des écoles en dehors du top 3, du top 5, du top 7. Alors ça dépend des profils, mais en fait que le cube revient vraiment de manière importante aujourd'hui, que ça fragilise certaines écoles, notamment en dehors du top 8 et surtout du top 10 qui ont de plus en plus de mal à remplir leur promotion. Alors justement, Joël Bianco, vous en tant que président de la PLC-PGE, quel est votre constat, quelle est votre analyse? Pourquoi est-ce que ce phénomène est croissant? Comment le reprocher aux étudiants? C'est un peu dans la logique. On lit régulièrement tous les ans des classements, des palmarès, des hiérarchies à tous les niveaux. Les gens ont besoin de se rassurer comme ça. Bon, après, nous, c'est toujours un peu la même chose. Nous essayons, à notre niveau, patiemment, de les amener à se faire leur idée par eux-mêmes, à se poser les vraies questions, à ne pas être juste dans l'imitation, à découvrir, à se faire leur propre opinion. Parce que ça aussi, ça fait partie de nos missions.
qui se continue après, c'est-à-dire que donner aux élèves les outils pour s'émanciper, c'est-à-dire être libre et avoir la possibilité à partir de là de faire des choix, libre des idées reçues, libre des pressions familiales parfois, libre de pas mal de choses qui finalement pensent à leur place. C'est philosophique l'idée, presque métaphysique. Réussir sa vie, c'est quoi? On passe par quoi pour arriver? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite on va avoir une brillante carrière? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie? Est-ce qu'il faut nécessairement passer par telle école, hors de laquelle il n'y a pas de salut? Bien sûr que non. Mais c'est à nous de le leur dire. Alors cela dit, on participe, on tient ce discours. Mais quand on est, alors pour parler de mon établissement, il faut adapter le discours à chaque situation, parce que le public que j'ai n'est pas celui qui va être dans une prépa ECG, par exemple, ou ECT de proximité. Voilà. Donc on est forcé aussi de s'adapter à notre public si on veut être entendu. Mais d'où vient cette obsession du top 3 ou du top 5 par exemple et justement vous à votre niveau, est-ce que vous essayez de raisonner certains profils qui disent moi je vais cuber parce que j'ai pas eu telle école? C'est plutôt à ce niveau-là qu'on essaie d'intervenir. C'est pas toujours facile, hein, mais sur ce qui est assez délétère, c'est ce sentiment de déclassement et d'échec qui vous plombe un étudiant, qui l'amène parfois à des situations psychologiques délicates. Mais ça on le trouve à tous les niveaux, hein, vous savez. De la troisième, surtout à Paris, pour entrer en seconde, quand ensuite en seconde pour entrer dans telle ou telle prépa ou telle formation, à chaque fois on a l'impression que si on n'a pas, par exemple, telle orientation, alors c'est la fin de tout, quoi. Donc il faut inculquer, ça c'est vraiment au cœur de notre travail. On reprend cette notion de continuum, mais en un sens plus large. L'orientation, la carrière qui se construit, c'est un continuum. C'est pas une ligne droite forcément. Mais voilà, ça se poursuit et ça se construit et chaque individu construit son propre itinéraire. Donc il faut que, sans arrêt, sans relâche, on répète ce discours-là pour éviter des dégâts inutiles, psychologiques chez certains. Allez-y, sur ce phénomène de cube conséquent, est-ce que ça vous inquiète, pas forcément au nom de Schema, mais plus pour la filière? Oui. Ah oui, alors, il y en a toujours eu, Joël a raison. Il y en a particulièrement depuis 2 ans. Je pense que dans l'incertitude dans laquelle on est actuellement, le fait de se réconforter avec des marques fortes, parce qu'on commence petit à petit dans l'enseignement supérieur à avoir un marché de marques, fait en sorte que, à un moment donné, les étudiants se disent rajouter une année pour être sûr d'avoir une marque forte est mieux que... voilà. Bon, ça c'est le constat. Je ne le cautionne pas forcément parce que je pense que les écoles ont beaucoup travaillé sur leurs différents axes de différenciation et qu'elles apportent des choses qui peuvent correspondre à un moment donné à un peu la révélation de l'étudiant quand il est en classe préparatoire et le fait qu'il puisse se dire mais finalement je ne suis pas attiré nécessairement vers le top 3 ou le top 5, mais je vais vers une école qui correspondra mieux à mon projet. Et je pense qu'il faut, dans un premier temps, et c'est ce que d'ailleurs on a fait il y a 2-3 ans avec la CDEFM, c'est à la fois, on avait communiqué beaucoup sur l'intérêt d'aller en classe préparatoire, mais je pense qu'il faut communiquer beaucoup sur les différenciations d'écoles et ce qu'on peut trouver dans les écoles, de façon standard, l'excellence, la qualité, la visibilité des diplômes, l'international, la professionnalisation. En fait, nos écoles ont 3 piliers qui sont très différents par rapport aux établissements à l'international. C'est évidemment l'ouverture internationale qui est particulièrement développée en France, vous trouverez nulle part ailleurs, les humanités, la culture générale qui grâce au continuum qui continue évidemment de se développer beaucoup, et évidemment une professionnalisation dans un cycle de professionnalisation en 2 ans qui leur permet une immersion dans l'entreprise qui est rare ailleurs. Et donc il faut convaincre les étudiants de classe préparatoire que ces invariants, ils vont les retrouver partout, dans toutes les écoles. Et qu'ensuite, évidemment, se joueront... Alors, il y a l'idée de la marque et du tremplin qu'on va avoir dans les premiers jobs, où on trouvera peut-être plus facilement le premier job. Ça ne veut pas dire que la carrière sera faite parce qu'on a été dans une école du top 1 et pas l'école du top 10. Donc, il faut, je pense, communiquer plus clairement et plus simplement, sans tabou, sur ce qu'on va chercher dans une école. Les étudiants ne font pas nécessairement tous une classe préparatoire pour avoir tous la même école, qui serait numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. Donc il faut vraiment travailler sur les projets, la valeur en fait des écoles,
au fond l'adéquation avec les projets. Et ça peut-être permettra de démystifier un petit peu cette obsession qu'il y a autour du top 5 ou du top 7 ou du top 10. Justement, vous parlez d'obsession. C'est vrai que quand on regarde par exemple le CIGEM, les préparationnaires regardent ça, alors que vous le disiez, mais la plupart des écoles aujourd'hui sont triplement accréditées, bien classées dans le FT. Donc qu'est-ce qui peut un peu faire changer l'état d'esprit? Mais c'est de comprendre que la différence entre deux écoles sur un classement ou même au CIGEM, c'est infime. C'est-à-dire que ça se joue à une place, on n'est pas différent, complètement différent, si on est un très bon élève de classe préparatoire qui rentre dans l'école, je ne cite pas de nom, mais numéro 7 ou numéro 8 ou numéro 10, plutôt que d'avoir la numéro 1, numéro 2. Il faut leur faire comprendre que la différence dans un classement, dans les 7 ou 8 classements qu'on a en France, c'est 0,01 point. Donc les gens pensent que l'écart d'une place, c'est phénoménal. Oh, je suis bien meilleure parce que je suis une place avant, mais c'est infime. Et donc il faut plus, je pense, communiquer et expliquer voilà, la différence, les contenus, les spécialisations, les régions. On a des régions dans lesquelles on a des pôles industriels qu'on ne trouvera pas à Paris. Et donc si on veut, à un moment donné, aller dans telle ou telle industrie, c'est peut-être pas idiot aussi de se dire qu'on commence dans une région où on a un pôle industriel ou un pôle commercial ou un pôle ou à l'international. Parce que voilà. Et donc je pense qu'il faut plutôt communiquer. Certains ont dit lors du dernier congrès de la PHEC que l'une des raisons était les classements issus du CIGEM, en tout cas qui pouvaient avoir une influence négative sur la concurrence entre les écoles et puis sur justement cette idée d'obsession. Est-ce que vous pensez que par exemple il faudra un jour retirer les données du CIGEM pour retirer les classements? Ça va être compliqué de faire des classements s'ils veulent. Je sais que les journalistes souhaitent avoir des données communiquées, validées. Enfin bon. Et donc, forcément, si vous enlevez le CIGEM, il y a plein de choses, mais c'est selon comment ils posent leurs questions, selon les critères qu'ils choisissent, on peut voir une école très belle ou beaucoup moins belle. Et donc, je pense que déjà, il y a trop de classements. Il y a beaucoup trop de classements qui sont faits avec des méthodologies plus ou moins explicites. C'est pas très scientifique, tout ça. Et à un moment donné, il faut faire comme les autres pays, peut-être avoir des classements, moins de classements, beaucoup plus les travailler sur des méthodologies, être très clair sur la méthodologie, c'est-à-dire que voilà, on vous dit qu'on va mesurer ça. Donc peut-être que l'école qui est numéro 5, elle sera numéro 7 sur ces critères-là, mais on vous explique pourquoi, mais l'école qui est numéro 5 à ce moment-là sur d'autres critères, elle sera numéro 10. Bon. Et il n'y a pas de honte à un moment donné à mettre en avant peut-être des choses, mais plus on a de classements, plus ça devient incompréhensible. Et moi je comprends quand les familles nous disent, ou que les étudiants, c'est plutôt les étudiants, les petits, et notamment ceux qui sortent de classe préparatoire, disent nous on ne regarde plus les classements. On préfère parler avec les gens, avoir des prescriptions. Ce que disait Joël est très vrai. Donner une tribune à des écoles, non pas pour venir dire nous on est les meilleurs, c'est pas du tout l'objectif, mais pour expliquer ce qu'on y fait, comment on y vit, les opportunités qu'on peut avoir, peut-être une plus sur l'entrepreneuriat, l'autre plus sur d'autres choses. C'est aussi expliquer que dans toutes les écoles, vous pouvez à un moment donné trouver une adéquation entre votre projet. Parce que, encore une fois, les 37 écoles de la CDEFM, et on l'explique et on le réexplique au ministère et ailleurs, c'est une garantie. Je veux dire, tous les programmes sont visés gradés, il y a un corps professoral permanent, il y a de la recherche, de la professionnalisation, beaucoup d'entreprises, des taux de placement que l'on suit, l'impact des diplômés. Il n'y a pas de surprise dans une grande école française. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc c'est un peu d'expérience et après ça se fera juste par celle-là est meilleure que l'autre. Mais je pense qu'il faut démystifier tout ça et se reposer calmement parce que là je ne parle pas ni pour les écoles ni pour les classes préparatoires. Je parle pour la compétitivité de la France à l'international. Parce que ce qu'on est en train de montrer avec cette cacophonie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie et qu'il n'y a pas de ligne directrice. Vous aussi, Joël Bianco, vous le subissez au niveau des classes préparatoires, ce jeu de classement, de stratégie chaque année. On le subit, oui, mais c'est moins, et je le conçois, c'est moins problématique et moins douloureux que ce que dit Alice pour les écoles. Mais je souscris tout à fait à ce qu'elle dit. Il faut qu'on calme le jeu à ce niveau-là parce que on s'agite, mais ça ne mène nulle part. Il n'y a pas de fil conducteur. On agite de l'écume, quoi, en fait. Et or, on doit travailler plus sur des lignes de force, sur des stratégies. C'est et pour nous, et pour les écoles, mais surtout pour le pays. Hein. Donc voilà, essayons de relativiser tout ça, de faire en sorte que ça soit un élément du décor, ces classements, mais juste un élément du décor. Alors justement, au-delà du rang dans les classements,
Quels sont, selon vous, Joël Bianco, les vrais critères pour choisir son école post-prépa? Le critère, c'est soi. Au fur et à mesure que les années passent, avant le bac, après le bac, on affine progressivement son projet. Et puis à partir de là, il faut avoir la curiosité d'aller voir, d'aller sentir. Quand je dis sentir, c'est important, hein, ce qu'on sent d'un climat, d'un état d'esprit dans une école. Il y a aussi des colorations selon les établissements, des points forts plus ou moins marqués dans tel ou tel domaine. Et des implantations, ça c'est vrai que Alice l'a dit tout à l'heure, mais c'est important ça, la notion de géographie, parce que nous sommes dans un territoire très, très diversifié, et c'est aussi un des éléments de la petite stratégie personnelle que chaque étudiant doit se construire. Donc sans a priori, sans exclusive, sans reproduction, parce que sinon, oui, forcément, on peut vous dire, alors voilà, 1, 2, 3, c'est ces écoles, ordre de ces écoles, point de salut. Mais là, on formate et on fait de la reproduction. On a envie de gens qui ont leur épaisseur personnelle, qui ont construit un parcours, qui n'ont pas juste été sur une rampe, là, et puis toujours la même. Ça, c'est important qu'il y ait ce côté personnel, parce que ça a plus d'authenticité, en fait. Vous là-dessus, Alice Guillon, les critères que vous conseillez aux préparationnaires pour faire le bon choix au-delà des classements? Moi, je l'ai toujours dit, et ça fait 20 ans que je le dis, c'est un peu ce qu'expliquait Joël. C'est à un moment donné, ces petits ont des vœux et des projets, et s'ils ne sont pas complètement révélés, il faut pas grand-chose pour qu'ils puissent avoir des rêves, des dons, se projeter. Et il faut qu'ils choisissent l'école qui leur permettra de se projeter par rapport à leurs rêves. Et il n'y a pas one size fits all, c'est-à-dire on n'a pas une école qui va remplir tous les critères. Et donc il faut qu'ils puissent s'ouvrir et découvrir les potentiels, effectivement, et la possibilité d'aller rapidement, efficacement concrétiser ses rêves et ses projets. Parce que souvent, on voit arriver des petits qui viennent de classes préparatoires, et nous, on a fait cet exercice cette année, et quand on leur pose vraiment la question de savoir, mais pourquoi, que faites-vous en école, et exactement ce qu'a dit Joël tout à l'heure, au fond, ils se posent encore la question. Les écoles devraient pouvoir être déjà choisies parce qu'elles vont réussir à les amener là où ils souhaitent aller. Et on évitera les frustrations, on évitera les désaffections, on évitera, je me suis complètement trompée de voie, donc je pars. Et c'est important de travailler sur ces atouts, en fait. Si on ne communique qu'au travers de critères quantitatifs, de critères qui se font, la différence se fait à 0,001 point, quelle matière donne-t-on aux étudiants pour pouvoir se dire, est-ce que cette école répondra à mon vœu ou à mon rêve? Donc il faut qu'on retricote un peu différemment, qu'on communique peut-être un peu différemment, de part et d'autre, à la fois avec les classes préparatoires et les classes préparatoires avec nous, pour construire des choses qui ont du sens. Mais il faut qu'ils trouvent du sens. Merci à tous les deux, on arrive au terme de cette table ronde. Merci Alice Guillon, merci Joël Bianco. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette table ronde. On vous dit à très vite sur Totis Prépa. Au revoir.